Bonjour, dans cette vidéo, nous allons terminer la modélisation de notre première pièce avec FreeCAD. Et je vais vous guider pas à pas et tout vous expliquer. C'est le deuxième épisode sur les 5 de notre série destinée aux débutants. Dans le premier épisode que vous pouvez retrouver ici là-haut grâce au lien ou dans la description qui se trouve sous cette vidéo, nous avons créé notre première esquisse et notre premier volume. Dans les épisodes suivants, vous apprendrez à faire un plan, puis un assemblage, et enfin, vous allez exporter votre pièce au format STL pour pouvoir l'imprimer en 3D. Mais trêve de blabla, terminons d'abord la modélisation de cette pièce. Voilà le schéma de la pièce qu'on cherche à modéliser. Et comme vous le voyez, dans le premier épisode, on a commencé la modélisation et on a fait une partie seulement de cette pièce. On a fait l'équivalent du pavé qu'on trouve ici. Comme d'habitude, dans FreeCAD, on commence par vérifier l'atelier que nous sommes en train d'utiliser. Ici, pour la modélisation de cette pièce, nous allons utiliser l'atelier Part Design, donc je vous invite à bien vérifier que c'est Part Design qui est sélectionné dans le menu déroulant qui se trouve ici là-haut. Dans l'arbre de construction, qui se trouve dans le panneau Modèle, on voit que nous avons créé une esquisse qui s'appelle Sketch, et que cette esquisse nous a permis de créer un volume par protrusion qui s'appelle Pad. Évidemment, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la toute première vidéo de cette série où on a réalisé ces opérations. Au centre de notre écran, nous avons la fenêtre principale qui nous permet de visualiser notre modèle. Alors, petit rappel concernant la manipulation de l'objet 3D qui se trouve dans cette fenêtre. Comme déjà expliqué précédemment, moi j'utilise un style de navigation qui s'appelle Gesture. Pour accéder aux différents styles de navigation, vous pouvez aller ici dans le petit menu déroulant, vous voyez, qui propose plusieurs types de manipulation de l'objet. Vous pouvez toujours tester d'autres choses, mais moi j'utilise Gesture. Vous pouvez accéder aussi au style de navigation en faisant clic droit dans cette fenêtre de visualisation, donc clic droit. Et là, vous accédez aux différents styles de navigation. Pour déplacer mon élément 3D ici dans ma fenêtre, je peux déjà zoomer. Pour ça, j'utilise la roulette de ma souris. Si je fais un clic gauche, je peux changer l'orientation de ma pièce. Vous voyez, je clique gauche dans cette fenêtre, je garde le bouton de ma souris gauche appuyé, et puis je peux déplacer autour de ce petit rond rose là, que vous voyez, un petit rond de centrage, ça tourne autour de ce rond. Et dernière manière de changer la vue ici, avec mon clic droit, je peux changer la position de mon modèle dans la fenêtre. Ici, à droite, vous vous souvenez peut-être que dans la première vidéo, nous avions choisi de positionner le panneau tâches à droite de notre écran. Le rôle du panneau tâches, c'est de nous donner accès aux différents paramètres lorsqu'on réalise une tâche. Par exemple, lorsqu'on fait une protrusion, lorsqu'on a réalisé la protrusion qui nous a permis de générer le volume Pad, eh bien, c'est dans le panneau tâches qu'on a pu régler la hauteur de la protrusion qui a créé donc la troisième dimension à notre esquisse. Ce panneau tâches, je trouve que positionner ici à droite, c'est pas mal, mais je vais vous montrer une autre manière de le positionner. Vous voyez, pour changer la position, je m'approche de tâches et mon pointeur se transforme en une petite main. Clic gauche, et maintenant, je peux déplacer le panneau, et puis, vous voyez, le petit rectangle Parme se place dans différentes positions. Alors là où je voudrais le mettre, c'est vraiment qu'il recouvre entièrement le panneau modèle, comme ça, vous voyez. Soyez bien patient pour pas être comme ça, mais bien comme ça, voilà. Je relâche, et vous voyez que maintenant, j'ai accès soit au panneau tâches, soit au panneau modèle, en changeant les petits onglets. Alors pourquoi je vous montre cette autre disposition? Eh bien, c'est un peu la disposition historique du panneau tâches dans l'interface de FreeCAD, c'est-à-dire modèle et tâches se superposant, et puis on accède à l'un ou à l'autre en choisissant un onglet ou l'autre.
Dans de nombreuses vidéos sur Internet, vous trouverez cette disposition puisque avant la sortie de la version 1.0, c'était la disposition classique. Donc la plupart à ce jour des contenus qui sont disponibles sur Internet, des copies d'écran, des vidéos, etc., eh ben, ils utilisent cette disposition. Vous pourrez faire votre choix, soit choisir de mettre le panneau tâche, à droite, soit de le superposer avec le panneau modèle. Les deux fonctionnent très bien. Alors les rappels sur l'interface, c'est utile, mais vous êtes tous là, je pense, pour essayer de continuer la modélisation de cette pièce. Je retourne dans mon onglet modèle, je vais à nouveau afficher notre petit schéma. Donc pour l'instant, on a juste fait un pavé qui correspond à la partie principale là, de notre brique. Ce qu'on doit faire encore aujourd'hui, c'est rajouter les cylindres qui permettent aux briques de s'emboîter les unes dans les autres, et puis les enlèvements de matière là, en dessous, pour pouvoir insérer ces cylindres. Les petits chanfreins, et effectivement, donc on a quelques opérations à faire. On va aller un petit peu plus vite que la première fois, puisque vous avez déjà appris plein de choses la dernière fois. Donc, commençons par ajouter les cylindres au-dessus de la brique, et pour cela, on va faire comme la dernière fois, on va faire une protrusion, mais pour pouvoir faire cette protrusion, il nous faut une esquisse. La dernière fois, nous avions appuyé sur Esquisse, puis nous avions choisi un des plans de référence de origine. Cette fois-ci, on va faire un peu différemment. On va sélectionner le plan existant sur le haut de notre pavé, donc ce plan. Je clique, il passe au vert, et je demande « Créer une esquisse ». Automatiquement, le logiciel a compris que c'est sur ce plan existant du volume que je souhaite créer mon esquisse. Alors, le profil de nos cylindres, ce sont évidemment des cercles. La dernière fois, pour créer notre pavé, on avait utilisé l'outil créer un rectangle. Cette fois-ci, évidemment, on va utiliser créer un cercle. Il y a plusieurs manières de le faire, mais c'est bien créer un cercle par son centre qui m'intéresse cette fois-ci. Je clique ici, voilà, je sélectionne cette fonction et vous voyez que mon pointeur a changé un petit peu d'aspect. Il n'y a plus une flèche de sélection, mais une petite croix blanche et un petit rond qui me rappelle cette esquisse. Pour créer mon cercle, je fais un clic gauche dans ma fenêtre de travail qui représente le centre du cercle, j'écarte ma souris et je fais un deuxième clic. Voilà, j'ai bien un cercle qui a été créé. Vous le voyez, le pointeur de ma souris m'indique que je suis toujours dans la fonction créer un cercle, donc je fais un clic droit sur ma souris et je récupère mon pointeur de souris. J'ai un cercle, mais il est ni à la taille que je veux, ni surtout à la position où j'ai envie de le mettre. Je peux sélectionner le centre et le déplacer. Ok ? Moi, ce que je voudrais, c'est que ce point, le centre du cercle, et cet axe de référence de mon esquisse, soient coïncidents. Et bien pour ça, il y a une fonction dans mon atelier Sketcher, c'est-à-dire mon environnement d'esquisse. Et pour utiliser cette fonction, je commence par sélectionner un élément géométrique, le centre du cercle, un deuxième élément, clic gauche sur cet axe. Vous voyez que les deux éléments sur lesquels je viens de cliquer se sont mis en vert. Le logiciel m'indique qu'ils sont donc sélectionnés. Et ensuite, je vais chercher ici la fonction qui s'appelle contrainte de coïncidence. Je clique. Automatiquement, le centre du cercle a été collé, mis en coïncidence avec cet axe. Et on voit un petit rappel ici, un petit rappel graphique en rouge de cette nouvelle contrainte qui a été créée. D'ailleurs, cette contrainte, c'est la première contrainte de mon esquisse et elle apparaît déjà ici. Très bien, maintenant, si j'essaye de déplacer le cercle, je peux le faire le long de l'axe, mais je ne peux plus sortir le centre du cercle de l'axe. Par contre, je peux toujours tirer un petit peu sur le contour du cercle pour changer le diamètre. On va commencer déjà par essayer de figer la position du centre du cercle par rapport à ma référence principale qui est
le centre de mon pavé. Pour ça, je sélectionne un élément géométrique. Il devient vert. Je sélectionne le deuxième élément géométrique. Avec un clic, il devient vert. Et je vais ajouter une contrainte dimensionnelle. Pour ça, je sélectionne ici, on l'avait déjà fait dans la première vidéo, contrainte de dimension. Et on me propose de placer, je clique ici pour la positionner, une longueur. Alors, quelle longueur je vais mettre ici? Pour le savoir, je vais réouvrir mon petit schéma. Où est-il le schéma? Alors on a dit que les deux cylindres ici devaient être éloignés de 20 mm. Ok, s'ils sont éloignés de 20 mm, il faut que par rapport au centre, il y ait 10 mm. Donc ici, plutôt que d'utiliser les flèches, je vais taper directement 10 mm. Je vais cliquer sur OK, ou alors j'appuie sur Entrée. Et voilà, la contrainte dimensionnelle a été modifiée jusqu'à 10 mm, la cote qui m'intéresse. Très bien, il reste une chose à bouger. Par contre, je ne peux pas sélectionner le cercle ici, puisque je suis toujours dans la contrainte géométrique. Donc, clic droit, je retrouve mon pointeur de sélection. Vous voyez là, il me reste quelque chose à figer, c'est le rayon ou le diamètre du cercle. Alors, pour ça, je pourrais ici cliquer sur contrainte de dimension, cliquer sur le cercle, et vous voyez que automatiquement, le logiciel a choisi de me mettre une contrainte de dimension qui serait un diamètre. Je pourrais cliquer, vous voyez, à intégrer le diamètre, mais plutôt je vais annuler. Je vais faire un petit peu différemment. Plutôt que de choisir cet outil pour dimensionner la dimension de mon contour de cercle, je vais plutôt aller ici dans ce petit menu déroulant et je vais découvrir que plutôt que d'utiliser l'outil contrainte de dimension automatique qui laisse le logiciel sélectionner le type de contrainte dimensionnelle qu'il veut utiliser, moi je peux choisir plus précisément. Par exemple, je peux imposer au logiciel de choisir une contrainte de diamètre. Ou je peux imposer au logiciel de faire une contrainte de rayon. Pour un autre type d'élément, je pourrais lui imposer d'avoir une contrainte horizontale et non pas une contrainte de distance quelconque. Et là, en l'occurrence, je vais demander une contrainte de rayon. Vous voyez, le pointeur a encore changé de tête. Il me rappelle que je suis en train d'utiliser un outil qui permet de contraindre les rayons. Je m'approche du cercle, je clique quand c'est jaune, et je vais lui imposer un rayon de 7,5 mm. Voilà, entrée. Clic droit pour sortir de la fonction créer un rayon. Je peux maintenant sélectionner la partie chiffrée de ma contrainte et la positionner pour qu'elle soit plus lisible. Ici, ça me plaît plus. Parfait. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le cercle est vert fluo, car il est entièrement contraint. Et voilà, mon esquisse est parfaitement contrainte. Regardez, ici, esquisse entièrement contrainte. C'est bon, je suis satisfait, je peux fermer l'esquisse. Vous voyez que, en fermant l'esquisse, je retrouve mon onglet modèle avec l'arbre de construction, mais que je peux ici facilement maintenant me balader entre tâches et modèles. Voilà, on a donc créé notre deuxième esquisse qui s'appelle Sketch 001. Elle apparaît ici. Et pour créer notre petit cylindre qui va permettre à cette brique de s'emboîter aux autres, eh bien on va utiliser la même chose que lors de la première vidéo, c'est-à-dire la fonction créer une protrusion. Avant cela, on va sélectionner notre esquisse, Sketch 1, ici. Je la sélectionne ici, elle devient, vous voyez, elle est surlignée en bleu ici, et puis elle est verte ici, dans notre fenêtre principale, et j'appuie sur protrusion. Vous voyez qu'automatiquement on bascule dans l'onglet tâches, et que ici, je peux régler la hauteur. Voilà, l'aperçu me permet de voir que la protrusion est dans ce sens-là, ici, vers le haut.
C'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Je vais quand même vérifier avec mon schéma. Voilà, il me faut bien 5 mm, c'est ça que j'avais prévu. Donc c'est parfait, je suis à 5 mm, j'appuie sur OK. Et le premier cylindre a été créé. On va enregistrer. Et on voit que ça a un peu changé dans mon arbre de construction. Il y a pad 001 qui a été créé, c'est notre deuxième volume, qui a été créé à partir de l'esquisse qui s'appelle Sketch 001. On voit aussi que il y a une petite flèche verte. Précédemment, elle était au niveau de pad. Et pad a été caché, et maintenant pad 001 représente en fait la fusion du volume qu'on vient de créer, le petit cylindre, et du pavé, ici, que nous avions créé précédemment. Alors, un cylindre, c'est bien, mais si on regarde notre schéma, ce qu'on souhaite faire, évidemment, c'est d'avoir un deuxième cylindre. Il y a plusieurs tactiques qui pourraient nous permettre de faire ça. On pourrait créer une symétrie du cylindre qu'on a créé par rapport à un plan qui passe au milieu, là. Si vous voulez essayer de faire ça, je vous invite à essayer. La fonction symétrie, ça, elle est ici. Hein. On pourrait aussi, de manière plus basique, sélectionner ce plan, créer une esquisse sur ce plan, une esquisse cylindrique, et puis créer, comme on l'a fait pour pad 001, on aurait un nouveau pad, et puis on créerait un deuxième cercle. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un double-clic sur Sketch 001 et on va modifier notre esquisse existante. Je fais un double-clic, je reviens dans mon environnement Sketcher, mon environnement 2D de tracer des esquisses, et puis je vais créer un cercle. Alors, là encore, je pourrais répéter l'opération qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire appuyer ici sur créer un cercle par son centre, et puis créer un cercle quelconque. Je clique au hasard n'importe où, je fais deux clics, et puis ça me crée un cercle, et ensuite je rapproche le cercle de l'endroit où je veux le mettre. Mais là, je vais vous montrer un mécanisme intéressant pour gagner un petit peu de temps. Vous voyez que avant de faire un clic pour positionner le centre de mon cercle, je peux m'approcher de mon axe. Ici, l'axe, quand je me rapproche suffisamment, il devient jaune, et à côté de mon pointeur, vous voyez un petit signe de coïncidence qui apparaît. Le même qu'on retrouve ici. Donc c'est ce que je vais faire. Je m'approche de l'axe, j'attends que le signe apparaisse, l'axe devient jaune, je fais un clic gauche, et vous voyez, mon premier clic me permet de faire une coïncidence du centre du cercle, et maintenant je fais un deuxième clic un peu n'importe où, clic droit pour sortir de la fonction créer un cercle, et vous voyez que comme tout à l'heure, avec une opération de moins, j'ai figé le centre du cercle sur mon axe de référence. Bon, maintenant on va rajouter une contrainte dimensionnelle, je sélectionne ce point, il devient vert, clic gauche sur ce point, il devient vert, les deux points sont verts là. Vous voyez, ils sont sélectionnés. Je demande une contrainte dimensionnelle, je la positionne ici, et je vais taper 20 pour 20 mm, puis entrer. La contrainte a été créée. Je vais un petit peu plus vite, puisque on a déjà fait tout ça. Alors, je pourrais là aussi rester, vous voyez, je suis encore dans la fonction contrainte dimensionnelle. Je pourrais sélectionner ce cercle, et ça, le logiciel me proposerait un rayon ou un diamètre. C'est pas ce que je vais faire. Je vais faire clic droit pour sortir, et je vais demander au logiciel de me créer une égalité dimensionnelle entre ce cercle et ce cercle. Pour cela, je sélectionne un cercle, il devient vert foncé, je sélectionne le deuxième, lui aussi passe au vert foncé, et j'utilise cette fonction, contrainte d'égalité. Voilà. Une contrainte a été créée, je sais déjà que c'est la contrainte numéro 6. Regardez, ici il y a un petit signe égal 6, et ici égal 6. Je retrouve cette contrainte ici. Il y a maintenant égalité entre le rayon ou le diamètre de ce cercle et de ce cercle. Si je double-clique ici sur cette cote, que je passe à 8,5,
j'appuie sur OK, les deux diamètres ont changé de dimension. Double-clic, je vais revenir à 7,5. OK, et voilà, les deux cercles sont maintenant liés par cette contrainte dimensionnelle d'égalité. Très bien. Tout est vert fluo, et puis ici, c'est marqué esquisse entièrement contrainte. Donc je peux fermer. Et vous voyez qu'automatiquement, eh bien, plutôt que d'avoir un seul cylindre, un seul plot d'encastrement, eh ben, j'en ai deux. Super, je peux enregistrer. Alors, on a deux plots, c'est bien, mais pour que les briques puissent s'imbriquer les unes dans les autres, eh ben, si on regarde notre schéma, il faut aussi, ici, créer des trous pour que les petits cylindres, là, puissent s'emboîter. Alors pour ça, on ne va pas utiliser une fonction d'ajout de matière, mais plutôt une fonction d'enlèvement de matière. Par contre, la logique est la même. On va commencer par faire une esquisse. Cette esquisse, on va la dessiner au niveau de ce plan. On a deux choix pour choisir le plan d'esquisse. Soit on clique ici pour sélectionner ce plan, soit, rappelez-vous, on a aussi des plans de référence qui existent déjà. Dans Origine, si j'affiche Origine avec l'œil ici, je me souviens que j'ai par exemple ce plan XY qui serait parfait comme plan de référence pour dessiner mon esquisse des deux trous que j'ai envie de faire à la base de ma brique. Je cache esquisse, dont j'ai pas besoin ici. Je me replace ici. Je demande créer une esquisse. Voilà. Et le logiciel me propose de sélectionner un des plans de référence appartenant à Origine. Je sélectionne plan XY. Et je me retrouve dans mon environnement 2D, mon environnement Sketcher, pour dessiner une esquisse. Alors, par rapport à tout à l'heure, il y a une différence importante, c'est que maintenant il y a de la matière. Cette matière, vous voyez, elle me cache un petit peu les axes là. Hein, je ne les vois pas entièrement, elles sont cachées par la matière. Je ne vois pas non plus le centre. Le centre, il est quelque part ici, mais je ne le vois pas. Et ici, par exemple, je m'amuse à dessiner un cercle. Regardez, ici, aucun problème pour dessiner un cercle, je le vois bien, mais si j'essaye de dessiner un cercle ici, je fais un clic ici, au niveau de la matière, je ne vois pas le cercle, et puis je ne le vois pas, il faut vraiment que j'agrandisse pour voir un bout du cercle. Bon, pas hyper pratique pour dessiner tout ça. Je vais faire clic droit pour sortir de la fonction créer un cercle. Je sélectionne ce cercle, j'appuie sur Supre. Je sélectionne ce cercle, j'appuie sur Supre. C'est juste un exemple pour vous montrer qu'on n'est pas dans les super conditions pour dessiner. Et je vais vous montrer deux manières de mieux s'y retrouver, de mieux voir où on dessine quand il y a de la matière qui nous cache un peu la vue. Alors la première chose qu'on peut utiliser, c'est ça, cette fonction qui s'appelle vue de la section. Si je clique dessus, vous voyez que toute la matière qui est au-dessus de mon plan d'esquisse, elle est cachée. Le logiciel me crée une section et me positionne idéalement pour pouvoir à nouveau avoir accès entièrement à mon point de référence par exemple. Puis là, si j'essaye de dessiner un cercle, vous voyez, dès que je clique ici, le centre il est bien visible, tout est bien visible, c'est plus facile de manipuler tout ça. Bon, parfait. Donc ça, c'est une première manière de faire. Je vais faire un clic droit. Je sélectionne Supre, voilà. Et je reviens à l'état initial. Hein. Donc j'ai décliqué, si vous voulez, vue de la section. Et il y a une deuxième manière de bien s'y retrouver dans ces cas-là, c'est de changer le style de représentation. Pour l'instant, on avait utilisé le style de représentation filaire ombré, mais ici, je peux choisir style de représentation filaire, et dans ce style de représentation, la matière est transparente. Donc là, j'ai bien accès à tout ce que je veux, mon centre, et puis là, je pourrais dessiner sans problème. Bon, déjà, on y voit plus clair, c'est bien, mais plutôt que de redessiner des cercles, de faire en sorte que le centre du cercle, à chaque fois, soit coïncident avec cet axe, et puis de créer une distance entre le centre de cercle et ce point, etc., etc., diamètre du cercle, blablabla, comme on l'a fait pour créer les deux petits cylindres, eh ben, tout ce boulot, je l'ai déjà fait pour ces deux petits cylindres. J'aimerais bien récupérer
les informations créées dans mes géométries précédentes. Par contre, vous voyez, le pointeur de ma souris, c'est bien un pointeur de sélection, mais j'arrive pas à sélectionner des arêtes noires là. Pourtant, c'est de l'existant, c'est quelque chose que j'ai déjà créé, mais j'arrive pas à le sélectionner. Alors, dans FreeCAD, pour sélectionner ces éléments, il faut utiliser d'abord cette petite fonction qui s'appelle « Créer une géométrie externe ». Donc, on clique dessus, et ça fait quelque chose de super. Ça me permet de sélectionner les arêtes existantes et de les transformer en référence. Par exemple, je clique ici, sur ce cercle. Vous voyez que un point ici a été créé, et si on zoome un petit peu, on voit aussi qu'un cercle en trait mixte a été créé. Même chose ici, je peux sélectionner ce cercle, un point central a été créé, et puis un petit trait là, qui correspond au contour du cercle. Je fais clic droit pour sortir de cette fonction. Si je rappuie sur vue de la section, on voit un petit peu mieux puisque ça me cache toute la matière au-dessus de cette vue, filaire ou non, et je vois mieux là. En fait, c'est ces deux références qui ont été créées. Un cercle représenté par son contour en trait mixte et son centre, et un deuxième cercle, c'est pareil. Bon, je vais pouvoir utiliser ces éléments pour créer la géométrie que j'ai envie d'enlever à ma matière. Pour ça, j'utilise créer un cercle par son centre, et maintenant j'ai le choix pour le centre du cercle, soit de le rendre coïncident à l'axe, ou soit directement coïncident, regardez, coïncident avec le centre de ma référence. Vous voyez, quand la croix apparaît, ça signifie coïncidence entre deux points. Donc j'attends d'être très proche du point, le petit signe apparaît, je clique, et le centre de mon cercle nouvellement créé est coïncident avec ma référence existante. Maintenant, je dézoome avec ma molette, je fais un deuxième clic à peu près un peu plus grand que le cercle de référence, et je fais la même chose ici. Je m'approche, j'attends que la croix apparaisse, clic, deuxième clic. Clic droit pour sortir de la fonction créer des cercles. Alors vous voyez que ça a été assez vite. Grâce aux références existantes, mes deux cercles, déjà, ils sont bien positionnés. Tout le travail que j'avais fait tout à l'heure pour positionner mes cylindres, je le récupère. Et si j'avais l'idée, dans un deuxième temps, de déplacer mes cylindres, c'est-à-dire plutôt que d'avoir 10 mm entre ce point et ce point, d'avoir 11 mm, l'avantage, c'est que ici, automatiquement, la position des trous d'évitement, elle serait aussi modifiée. Donc vous voyez, ça me permet aussi de mieux gérer les modifications futures de ma pièce. Bon, il reste quand même quelque chose à faire. Déjà, on va sélectionner ce cercle, et on va dire que ces deux cercles doivent être égaux. Voilà, maintenant, quand je déforme un des deux cercles, le diamètre de l'autre suit, parfait, et on va figer quand même, on va donner une contrainte de diamètre, donc je sélectionne un cercle, clic gauche, et puis contrainte dimensionnelle, voilà, un rayon. Alors, les plots mâles faisaient 15 mm de rayon, on va indiquer 15,4 mm ici, pour avoir un peu de jeu. Pour l'emboîtement, voilà, 15,4, j'appuie sur Entrée, et l'esquisse est entièrement contrainte. Tous mes traits sont passés de blanc vers fluo. Évidemment, mes traits de référence, eux, je vais fermer, vous allez voir, n'apparaissent que dans l'esquisse. Vous voyez, dans l'affichage du modèle, on ne voit plus les traits de référence. Ok ? Car ce sont bien les traits d'esquisse, ceux qui sont vert fluo ici, qui vont servir à créer des géométries par la suite. Vous voyez qu'une nouvelle esquisse a été créée, elle s'appelle Sketch 002. Par contre, la petite flèche qui indique où nous en sommes
en termes de volume, de fonction résultante, eh bien elle est toujours collée au dernier volume pad 001. On va rechanger le style de représentation. Pour ça, je peux aller par exemple ici et demander filet ombré. Voilà, c'est mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe en dessous? On a bien notre esquisse Sketch 2, mais il n'y a toujours pas d'enlèvement de matière. Pour ça, il faut sélectionner Sketch 2, ici. Elle est sélectionnée, vous voyez. Elle apparaît un petit peu, les arêtes sont vertes ici. Et puis là, il y a un petit surlignage qui apparaît. Et plutôt que d'utiliser ajout de matière, on va mettre l'équivalent, mais pour l'enlèvement de matière. Et cette fonction s'appelle cavité. Je clique. On bascule dans l'onglet tâches de cavité. Et là, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant puisque il y a bien une cavité de 5 mm qui est demandée, mais pas l'impression de l'avoir là, ici, dans ma vue. Qu'est-ce qui se passe? Repassons un petit peu en filaire. Ah non, là, je suis désolé, mais je devrais voir ici des arêtes à l'intérieur, s'il y a bien un évidement. Là, l'aperçu me montre que l'évidement ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, déjà, je vais repasser en filaire ombré. En fait, voilà ce qui se passe. Si je me positionne comme ça, le logiciel est en train d'essayer d'enlever de la matière dans cette direction. Alors que moi, je veux qu'il en enlève ici, vers le haut. Là, il travaille vers le bas. Alors, pour lui indiquer qu'il s'est trompé, regardez, ici, il y a un petit paramètre qui s'appelle inverser. Je m'oriente un peu mieux pour que vous puissiez voir. J'appuie sur inverser. Et hop, cette fois-ci, le logiciel a compris. Il va creuser dans ma matière. Ok? Il a creusé vers le haut et pas vers le bas. C'est quelque chose de fréquent hein, quand vous êtes débutant, vous vous demandez pourquoi ça marche pas, mais c'est simplement que le logiciel, lui, il sait pas par avance dans quelle direction il faut creuser. Des fois, il faut un petit peu l'aider, lui indiquer dans quelle direction creuser. Voilà. Donc, réfléchissons avec notre schéma. Nos plots, là, ils font 5 mm de haut. Si on veut être sûr que les briques s'imbriquent bien, justement, bah on va mettre un peu plus que 5 mm. On va mettre par exemple 5,5. Pas mal 5,5. Comme ça, on est sûr qu'on ne sera pas gêné par éventuellement une erreur de fabrication, un petit défaut. Ok, 5,5. Ça a été un peu plus loin. J'appuie sur OK. Et maintenant, c'est bien Pocket qui est la fonction résultante. Vous voyez la petite flèche, elle apparaît bien un Pocket. Et puis on a caché pad. Et pad 001. Voilà où on en est. Bon, on a bien avancé, j'enregistre, et je vais vous montrer très rapidement une dernière fonction très utile, et ça va aller très vite. Regardons notre schéma. Il y a des petits chanfreins ici qui permettent aux petits plots de mieux s'emboîter. Et pour ça, plutôt, on pourrait le faire avec une fonction un peu compliquée, mais il y a une fonction spécifiquement créée pour ça dans FreeCAD et dans l'atelier Part Design. C'est la fonction chanfrein. Pour l'utiliser, je sélectionne cette esquisse, cette arête, pardon, et je voudrais sélectionner aussi cette arête. Alors j'essaye, vous voyez, la première est bien sélectionnée, elle est verte. J'essaye la deuxième. Alors ça m'a bien sélectionné la deuxième, mais pas la première. Dans cet environnement, dans l'environnement de... Vous voyez, on n'est pas dans une tâche, hein, on n'est pas dans une esquisse. Il faut parfois, pour pouvoir sélectionner plusieurs éléments, sélectionner, puis appuyer sur la touche CTRL de votre clavier, sélectionner un deuxième élément, et là, j'ai bien réussi à sélectionner deux éléments en même temps. Ensuite, j'appuie sur chanfrein, ici. Vous voyez, c'est bien ce petit symbole de chanfrein sur lequel j'appuie. J'arrive dans l'onglet tâches des chanfreins, et je vois bien mes deux arêtes sélectionnées, la dimension de mon chanfrein, 1 mm, ça me convient très bien, donc j'appuie sur OK. Vous voyez qu'avec des fonctions spécialisées, on peut arriver à faire des choses très rapidement sur FreeCAD. J'enregistre à nouveau. Aujourd'hui, on a terminé notre première pièce. On a consolidé et approfondi vos connaissances de base sur la modélisation avec l'atelier Part Design. Je vous recommande vraiment de visualiser plusieurs fois ces vidéos s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires.
Mais surtout, le plus important, c'est de refaire vous-même toutes les manips. C'est comme ça que vous allez figer les connaissances et dans quelques temps, très rapidement, vous allez trouver que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment ultra simple. Et bien sûr, vous pouvez poser des questions dans les commentaires qui sont sous cette vidéo. C'était CADGAB, à très bientôt pour la suite de notre découverte de FreeCAD. Salut!